Donc Olivier, on t'écoute parler de ton expérience comme chargé de mission sur ces questions au Conseil général de Bretagne. Je vais commencer par le titre de la communication, tel qu'elle a été proposé, qui était donc un cas d'espèce, des effets des discours du journalisme de données sur les politiques publiques locales. Et j'aurais du mal à répondre à cette question. Je serais plutôt tenté de répondre par la négative à cette question. Premièrement, parce qu'on a affaire à deux mondes qui sont quand même qui ont peu de lien entre eux, le monde de l'administration et le monde du journalisme. Du moins pas suffisamment pour que le data journalism parvienne aux oreilles de l'administration. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y a des liens qu'on va retrouver sur les discours d'accompagnement qui ont marqué le mouvement de l'open data et celui du data journalisme, et notamment en termes de potentialité d'usage démocratique des données. Et l'autre raison, ça vient des discours que j'ai pu entendre de la part des gens qui travaillent sur l'open data à Rennes. En particulier, c'est Bernadette Kessler qui s'occupe de l'open data à la ville de Rennes, qui me disait pour que le data journalism ait une influence sur les politiques, il faudrait déjà qu'il soit né. Donc en gros, un discours très virulent contre les journalistes de données pour dire qu'il ne se passe pas grand-chose. La réalité, c'est que les journalistes de données trouvent que l'open data ne va pas assez vite. Donc ce discours critique. Et puis c'est la même chose que quelqu'un d'autre que j'ai rencontré, qui est Simon Chignard, qui est l'auteur du petit bouquin sur l'open data, qui me disait que l'erreur aujourd'hui des data journalistes était trop de se concentrer en fait sur la visualisation des données, sur les interfaces de visualisation, plus que sur les données elles-mêmes. Donc ce qui pose un problème par rapport à la question de l'ouverture des données. Je vais en parler. Et parce qu'il y a une forme de naïveté, à mon avis, autour du lien entre data journalism et open data, et que je suis un peu victime moi-même de cette naïveté. Donc pour me présenter, en fait, je suis jeune chercheur. J'ai soutenu ma thèse sur le phénomène des blogs en décembre dernier, et je n'ai pas eu de poste. Du coup, je travaille à 20% au Conseil général d'Ille-et-Vilaine, où je fais la communication en ligne d'un groupe d'élus. Et depuis 15 jours, je fais la même chose à 60% à la ville de Rennes. Et je découvre en plus, j'essaie de me constituer un emploi du temps un peu fourni. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai fait de la communication en ligne, mais j'ai voulu m'intéresser à la question de l'open data. Et l'autre chose, c'est que durant ma thèse, j'ai été amené à me pencher sur la question de l'open data. J'ai écrit une communication qui va sortir bientôt dans un bouquin, j'espère, sur le journalisme de données, qui était un travail plus de défrichage sur les discours sur le journalisme de données à partir de deux sites, grosso modo, qui étaient des points d'entrée pour trouver les discours, qui étaient OVNI, et l'autre c'était Internet Actu. Il est en ligne sur Jourdain. L'article. Et il y a la référence sur Jourdain. Oui, et puis il est sur le journalisme.com. Il traîne là-bas depuis bientôt 3 ans. Et 2011, en fait, c'est la date où j'ai écrit cet article. 2011 était, à mon avis, une année importante, puisque c'est le foisonnement à la fois des expériences de data journalism autour d'OVNI, et l'année aussi où étaient lancées les premières expérimentations open data par les collectivités locales, et notamment à Rennes. Donc c'est un peu l'expérience rennaise que je souhaite partager, en commençant en fait par une forme de critique et peut-être d'autocritique sur la question du data journalism, des journalistes de données, et de leur relation aux sources. Sachant que cette question a déjà fait l'objet d'un travail est-ce que je l'ai là ? Oui, de Dagiral et Parasi, donc des journalistes enfin libérés de leurs sources, point d'interrogation, promesses et réalité du journalisme de données, qui est paru sur une revue qui s'appelle Sur le journalisme, About Journalism. Je fais la publicité pour mes collègues. Et qui reprend l'exemple qui a été évoqué du cas des données criminelles à Chicago, où effectivement il y a un processus progressif d'ouverture des données criminelles,
mais la dépendance aux sources est extrêmement forte finalement, puisque les données sont produites par l'administration. Et donc la première chose, cette vision naïve du journalisme de données, c'est la difficulté en fait, c'est d'arriver à penser l'activité de data journalistique, du data journalisme, comme quelque chose qui n'est pas autonome. Donc a priori, c'est quelque chose qui est sans doute contradictoire, puisque on pense que l'activité de data journaliste, c'est une activité qui est fondamentalement collaborative, à la fois dans la relation qui se noue entre journalistes, statisticiens et web designer pour la mise en place d'interfaces de visualisation, mais que tout ça reste au sein des salles de rédaction. Et à mon avis, ça souffre, cette vision du journalisme de données souffre d'une forme de médiacentrisme en se préoccupant en définitive que peu du caractère construit des données. Bon, c'est le cas. Il y a, j'ai vu plusieurs articles, j'ai vu le Data Journalism Handbook qui en parle, qui met en garde sur le caractère construit des données, mais je trouve que ce que j'ai pu parcourir reste fondamentalement technique, sur les problèmes d'ordre technique, de construction de données, comment faire, et finalement peu de réflexion sur la relation qu'il y a aux sources. Et qui avait, je crois, dans cette vision naïve que j'ai partagée, c'était de croire finalement que progressivement les données publiques allaient s'ouvrir et que par conséquent il y aurait un effet d'entraînement, de développement du data journalism de ce fait-là. Donc une vision un peu progressive, où à fur et à mesure on est face à un mouvement d'ampleur qui est l'open data, qui est l'ouverture progressive des données. Cette vision mécanique ne marche pas du tout. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi à travers mon expérience. Alors déjà, je l'ai vu cette semaine, qui est sorti. Alors c'est pas vraiment du data journalism, mais parce que c'est version papier. Mais je ne sais pas si vous connaissez le site Regard Citoyen qui veille sur la civilité des députés. Les petits journalistes, les jeunes journalistes anciens de l'IUT de Lannion qui ont lancé ce journal, Le Mensuel de Rennes, qui se veut un peu journal d'investigation rennais, a lancé une enquête sur la présence des conseillers municipaux lors des conseils municipaux. Donc on voit, en fait, ils font un palmarès des gens les plus assidus et des moins assidus. Bon, comment ils ont travaillé? Ils ont simplement en fait récupéré les données sur les délibérations du conseil municipal. Et ce qui en soi est en définitive assez peu intéressant, n'a pas du tout intéressé les élus. Mais ce que j'ai remarqué dans cette dépendance aux sources, parce que là où c'est intéressant, c'est dans les commissions, c'est là où se fait l'activité municipale. Et évidemment, c'est des documents techniques qui, à la fois techniques et aussi politiques, n'ont pas vocation à être diffusés. Donc du coup, ce que font les mensuels de Rennes, c'est qu'ils expliquent disent que la mairie est vilaine parce que les services de la ville n'ont pas transmis au mensuel les procès-verbaux des commissions. Ces documents ne sont pas publics, donc c'est des documents qui sont internes à la mairie. Donc il y a dans cet exercice de vouloir vilipender les absents du conseil municipal, on se heurte vite en fait à l'accès aux sources. Et je voulais parler en fait finalement de ma propre expérience au Conseil général d'Ille-et-Vilaine, pour venir après à la ville de Rennes, où il y avait chez moi cette même forme de naïveté, travaillant à 20%. Donc j'étais une journée par semaine au Conseil général. J'ai quand même essayé de sensibiliser les élus à la question de l'open data, en espérant qu'ils allaient pouvoir se lancer dans la libération des données, en me disant que c'était quand même pas mal. C'était d'autant plus pour un groupe d'élus, ça pouvait potentiellement être bien en termes d'image de se lancer dans l'open data, porter cette politique. C'est un échec total. C'est un échec total pour l'instant, pour différentes raisons. Ce que j'ai vu d'ailleurs, c'est d'abord deux différences par rapport à Rennes, parce qu'en fait,
il faut comprendre, il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup interrogé, c'est que finalement, on est la ville où l'open data a été lancé en premier, la ville pionnière, c'est Rennes. Et le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, qui est basé à Rennes, n'a rien fait par rapport à l'open data. Donc, comment expliquer ces différences? Elles sont grosso modo deux différences par rapport à la ville, hein, assez évidentes. C'est d'abord une distinction en termes de milieu urbain et milieu rural, puisque le Conseil général, ça va être beaucoup plus un territoire rural, c'est évident, mais ça a des impacts sur les données potentielles qui sont ouvertes. C'est par exemple les données en termes de transport, les données en termes de localisation de choses dans la ville, ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre à l'échelle d'un département, quoique. Si finalement, en fait, le choix des données aurait pu porter sur ce qui touchait le plus directement la population, mais là on a face à un autre problème qui recoupe en fait la distinction urbain-rural, c'est les compétences du Conseil général. C'est beaucoup autour de l'aide sociale, donc la réponse évidemment c'est que ces données qui sont sensibles, il faudrait les anonymiser, c'est compliqué, donc on n'y touche pas. C'est aussi en termes de distribution de l'argent public, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'une partie de l'action, je n'ai plus les chiffres en tête, je crois que c'est un tiers du budget du Conseil général, c'est de la subsidiarité, c'est-à-dire qu'il sur des projets assez vagues, il finance les comités de communes. Donc distribue comme ça de l'argent. Et puis il y a autre chose où effectivement on aurait pu se lancer dans l'open data, c'est le transport collectif, mais qui est transport scolaire, qui intéresse finalement peu, puisque c'est des choses extrêmement... des horaires extrêmement réguliers où l'accès aux données en termes d'horaires se pose relativement peu par rapport à la mobilité dans la ville, où là, être mobile dans la ville nécessite d'avoir un accès direct aux horaires. Donc, vu de l'extérieur, il y a ça, mais il y a aussi cette question, par exemple, des transports scolaires. C'est la réponse que j'ai pu avoir, c'est au niveau des services. L'élu est extrêmement favorable, parce que je suis l'élu en charge des transports collectifs au Conseil général est sensible à cette question-là, mais la réponse des services est on n'a pas le temps. Point. Donc c'est un refus catégorique. D'autres données pour aussi poser un problème, c'est l'accès même aux données à l'interne du Conseil général. Alors je travaille en fait dans le cabinet, donc il y a une distinction forte finalement dans un Conseil général entre ce qui relève du cabinet de la présidence et des services. Et j'ai commencé un jour à fouiner, à mettre mon nez dans les données budgétaires du Conseil général. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une ligne qui concernait les frais de téléphonie, qui était de l'ordre de 400 000 € de frais de téléphonie. Alors, est-ce que c'est de la mobile, est-ce que c'est du fixe? A priori, ils sont toujours à payer la téléphonie fixe payante, ils payent toujours. Voilà, donc j'ai voulu appeler les services, alors j'ai appelé les services, on m'a renvoyé sur différentes personnes, personne ne pouvait me répondre, jusqu'à ce qu'à un moment, quelqu'un m'explique que je n'avais pas à poser la question en tant que membre du cabinet, et qu'il fallait que je passe par la secrétaire générale. Donc j'ai posé la question, envoyé un mail à la secrétaire générale, et je n'ai jamais eu de réponse. Donc voilà, il y a aussi cette inertie de la part des services qu'il faut prendre en compte. Des choses extrêmement pragmatiques, hein, c'est aussi l'absence de pratique de dématérialisation au sein du Conseil général. C'est que j'ai en face de moi, j'ai une secrétaire qui est une partie de son emploi est occupée à regarder quelles sont les subventions qui sont distribuées sur les cantons, l'un des 6 conseillers généraux qu'elle suit. Alors elle pourrait le faire, si c'était en forme PDF, ce serait simple, il n'y aurait qu'à faire pomme F dans le PDF pour trouver, sauf que ce format PDF n'existe pas, n'est pas distribué dans les services. C'est pas à l'extérieur, c'est même à l'intérieur de la collectivité, on n'a pas accès à ces données, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde manuellement les différentes subventions qui touchent les territoires. Donc il y a un problème aussi de circulation de l'information à l'extérieur, ce qui me rappelait un fameux papier dans OVNI de Nicolas Casambril. On ne l'a pas en format ordinateur, c'est un peu mon quotidien. Et l'autre chose, c'est finalement, c'est l'absence de relais, une absence de personnes ressources dans l'administration, puisque
Aujourd'hui, l'open data est donné à la DSI, à la direction des services informatiques. En gros, l'open data est sous une pile de dossiers qui est jugée plus urgente. Donc il n'y a personne qui veut se charger de ce dossier. Je crois comprendre depuis quelques jours, la directrice adjointe de la communication a rencontré la personne de la ville de Rennes en chargée de l'open data. Donc potentiellement, ça peut bouger. Mais il n'y a pas finalement une volonté des élus. Pourtant, j'ai essayé. Alors, j'ai fait un discours de session sur l'open data a prononcé un élu. Donc, j'ai eu une réaction de l'opposition qui était pour une fois d'accord avec ça, en disant que l'open data, oui, il fallait s'y mettre. Comme s'il y avait un discours en fait de modernité lié à l'open data. Il faut absolument y aller. Bon, après, dans les faits, on n'a pas véritablement besoin. Ce qui fait que concrètement aujourd'hui, dans cette activité-là de 20% par rapport à l'open data, j'ai en projet vaguement de faire une journée d'études sur les conseillers généraux et l'open data organisée par Simon Chignard et le président de la cantine numérique, qui lui-même est conseiller général. Donc voilà, lui a aussi un intérêt politique à apparaître sur ces questions-là. Et je ne sais pas si ça va déboucher, je les vois cet après-midi pour voir si vraiment ils sont intéressés par ce projet. Ceci étant, ça pose la question, mais pourquoi à Rennes s'est développé l'open data ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, ça m'a conduit, en fait, j'ai tendance là à laisser tomber en fait ma casquette de communicant politique pour reprendre celle de chercheur et m'intéresser à la question de l'open data à Rennes. Il y a évidemment en fait une multitude de facteurs qui interviennent dans le développement de démarches d'open data. En fait, je pense que vous les connaissez plus ou moins toutes. Hein. Il y a le modèle de Saône-et-Loire, qui était le Open Data 71. On peut mettre en lien la date de lancement de ce portail Open Data avec les primaires socialistes. Donc c'est une opération de communication politique. C'est aussi du lobbying militant. C'est le cas de Libertic à Nantes. Qui a fait en sorte que la ville de Nantes se mette dans l'open data. Et puis le troisième modèle était la ville de Rennes, où c'était porté par le service communication. Donc voilà, Bernadette Kessler, discutant avec elle, sur le cas nantais, était un peu plus critique en disant que oui, ils ont lancé la chose, mais ça ne suit pas derrière. Les jeux de données qui sont ouverts ne sont pas suffisamment nombreux, quoi. Donc il y a eu une démarche d'ouverture, mais elle ne se concrétise pas par une ouverture massive des données, ce qui est le cas aussi à Rennes. On peut remettre la critique, puisque sur les 166 jeux de données, je crois que c'est les 2 tiers à peu près, je n'ai plus les chiffres, sont faits par le service d'information géographique, le SIG de la ville de Rennes, quoi, où Keolis s'est mis à un moment donné à ouvrir ses données transport. Et la ville de Rennes le fait de manière ponctuelle. Et va le refaire cet après-midi. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais partir tout à l'heure et je vous expliquerai à la fin pourquoi est-ce que j'irai voir ce qui se passe à Rennes, parce que ça concerne non pas le data journalisme, mais la relation entre open data et presse. En tout cas, pour faire l'histoire de l'open data à Rennes, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est que finalement, on est en 2010, dans un contexte qui est particulier, et où l'ouverture des données à Rennes, c'est la combinaison de 4 facteurs. Alors le premier qui est propice, hein, c'est le monde, je vais appeler ça le monde poético-administratif. En gros, vous avez à Rennes une caractéristique, c'est que vous avez quelqu'un qui est chargé de mission de nouvelles technologies, qui est extrêmement dynamique et qui fait plein de choses. Il y a plein de plantages, mais c'est pas grave parce qu'ils sont précurseurs de plein de choses et en termes d'image, c'est extrêmement bénéfique. Ils ont lancé par exemple en 2005 une opération Tour and Blog. Ils ont lancé une plateforme de blog à Rennes, ce qui est extrêmement novateur. Ils ont lancé de logique là. Ils se sont lancés dans l'open data. En tout cas, il y a eu ce travail de sensibilisation de cette personne qui s'appelle Hugo Gobin, de ce chargé de mission NDIC auprès des élus. Donc il a une oreille attentive de l'élu, des élus. Il y a aussi un contexte particulier donc, dans la direction des services communication de la ville et de Rennes Métropole. Donc il y a la ville de Rennes et puis l'agglomération Rennes Métropole. Avant 2010, il y avait 2 services, enfin 2 chefs de service, un à la communication à la ville et l'autre à la métropole. Et
les élus ont décidé de ne faire que une seule tête pour les deux services. Donc on mis en concurrence deux chefs de service. Ce qui a favorisé en fait que l'un des deux chefs de service se saisisse de l'open data comme d'un prétexte pour une stratégie de carrière. C'est pas lui qui a été recruté. Et ce serait intéressant de regarder la traçabilité des gens, parce que cette personne-là est partie à la région Île-de-France. Et il y a un lien, à mon avis, fort entre son recrutement à la région Île-de-France et le lancement de la politique Open Data dans la région. Et troisième élément, c'est une logique entrepreneuriale, c'est Keolis. Keolis qui a en charge ce qui est délégataire de services publics en charge des transports. En 2010, ils étaient sur les rangs pour avoir les transports collectifs, les bus, et ils avaient les vélos. Et ils ont eu un problème, c'est que le système c'est très concret, hein, le système d'accroche des vélos, des Vélib à Rennes était défectueux. Et je crois que, je me rappelle bien les chiffres, c'est 80, ils avaient 900 vélos, il leur restait 150 quelques mois après. Simon Chignard m'a parlé d'une vidéo que j'ai pas retrouvée de YouTube où on trouvait en fait des gens qui balançaient les vélos, les Vélib depuis le Cap Fréhel, donc dans la mer. Parce qu'ils avaient, enfin, c'était n'importe quoi. Donc en termes d'image, c'était extrêmement négatif dans une perspective de négociation sur les transports collectifs, qui est beaucoup plus juteux que simplement les vélos. Donc se sont aussi lancés dans une démarche d'ouverture des données pour redorer un peu leur image. D'ailleurs, depuis 2012, il ne se passe plus grand-chose au niveau des transports collectifs, d'ouverture des données. Donc, c'est une interprétation que je fais. Quatrièmement, et là j'ai pas trouvé de traces, mais à la fois, enfin, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, notamment Bernard Kessler et puis Simon Chignard, m'ont parlé des hackers, du scrapping des données de transport, où les deux m'ont dit on aurait pu faire quelque chose, c'est une action en justice contre ces hackers, en disant qu'ils ont volé les données de transport. Puis ils se sont dit non, ça correspond à une demande sociale. Donc ils l'ont interprété comme une demande sociale et ont favorisé en fait l'essor des données. Donc voilà, il faudrait faire un travail que je voudrais mener, que je suis en train de mener sur l'histoire de l'open data à Rennes, de voir qu'en fait quel est le jeu d'acteurs qui s'est mis en place. Donc avec, s'il faut avoir un cadrage théorique, il sera fourni par à la fois Baker en termes de monde social et puis Latour qui nous permet d'ouvrir les boîtes noires et puis de saisir les associations, les jeux d'acteurs au sein d'un réseau d'acteurs autour de l'open data. Ce qui amène... Je sais pas en termes de temps... Wow. Okay. Ce qui amène à revenir à ce qui était au départ, quand même l'open data dans tout ça. Alors effectivement, il y a des choses, des liens qu'on peut trouver, donc, notamment très localement entre Bernard Kessler, qui est en charge de l'open data à Rennes, en gros on va dire une militante open data, et puis des data journalistes. En gros sur la place rennaise, il y en a un, c'est Jean Biatici. Effectivement partagent les mêmes visions de l'open data comme étant un moyen ayant des potentialités démocratiques qu'il faut mettre en œuvre. Donc ça intéresse finalement très peu en réalité les élus, très peu les entrepreneurs, mais il y a une relance de la politique aujourd'hui. Alors c'est difficile de parler de quelque chose que je ne connais pas très bien, donc j'évoque ce que j'ai pu comprendre. C'est qu'aujourd'hui, donc on est face à une nouvelle logique entrepreneuriale, une nouvelle relance de la politique open data à Rennes avec le Ouest France. Donc c'est là où on revient à la question des données et de la presse. Le titre de la journée, c'est « Ouvrons nos données culturelles », donc la relance de la politique open data par les données culturelles. Concrètement, c'est quoi ? C'est depuis 2 ans, il y a un partenariat entre Rennes Métropole et Ouest France. Le Rennes Métropole, en fait, délègue leur cahier sortir à Rennes au Ouest France. Et parallèlement, en fait, c'est lié à quelque chose que l'Ouest de France avait mis en place pour court-circuiter les correspondants. C'était une base de données info locale. Les gens rentraient directement les données sur info locale, ce qui évitait les correspondants qui remontaient une fois sur deux
Et, les informations, nous dit-on au Ouest France en off. Et donc, ils ont construit en fait cette gigantesque base de données et se sont rendus compte en fait que c'est quelque chose qu'ils pouvaient aujourd'hui valoriser. Et donc, vont l'ouvrir. Cette base de données, elle existe. En fait, donner un accès libre, il n'y a rien pour l'instant. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être lancé, officialisé aujourd'hui, donc data-infolocal.fr, où là, l'enjeu n'est clairement pas la visualisation de données, mais la production de données. Donc en fait, ils ont 800 000 organismes, dont 80 000 organismes plutôt, dont 60 000 associations et aussi des collectivités locales. Ce qui est intéressant, donc ce qui se passe, c'est que en gros, ce que j'ai expliqué aux élus, c'est que le Ouest France capte, vous remplissez en fait la base de données Info Local et le Ouest France va vous revendre ces données. Donc vous pourrez vous-même vous préoccuper de votre agenda culturel, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais en tout cas, il y a une économie qui est en train de se mettre en place autour des données culturelles pour le Ouest France. Donc systématiquement, ce qu'on voit dans le lancement des politiques d'ouverture de données, elles ne sont pas, en tout cas à Rennes, elles ne sont pas liées à une démarche interne de la collectivité de vouloir ouvrir des données, mais elles sont liées à des configurations particulières où finalement, en fait, j'aurais pu faire un schéma à quatre cercles, en expliquant qu'il y avait les hackers, il y avait les élus, et il y avait le service communication, et puis Keolis, et que là, on a un peu la même chose avec les liens qu'il y a entre Rennes Métropole et le Ouest France. Donc là, il y a toujours cette logique entrepreneuriale qui est extrêmement forte dans l'ouverture des données, mais que potentiellement, c'est aussi dans un contexte où le Ouest France apparemment a des finances qui sont dans le rouge et a besoin de trouver d'autres sources de revenus. Donc on est dans cette logique qui a été évoquée au tout départ d'externalisation. D'externalisation de la production de données et non pas en fait pour une entreprise de presse, mais pour une collectivité qui s'appuie sur une entreprise de presse, son expertise, pour faire ce travail-là. Voilà ce que je peux vous en dire, sachant que tout ça va être lancé, officialisé cet après-midi. Merci.